Bon, la dernière fois, je vous ai parlé globalement du championnat du monde d'endurance et on a très rapidement abordé les catégories, juste histoire que vous soyez pas trop paumés. Aujourd'hui, eh bien, on va simplement mettre les mains dans le cambouis une bonne fois pour toutes pour que vous compreniez bien ce qu'il se passe, surtout avec les 6 heures de Portimao qui arrivent ce week-end. D'ailleurs, si vous avez regardé la première manche à Sebring, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous devez probablement avoir quelques questions, j'essaierai de vous répondre pendant un prochain live sur Twitch, bien évidemment. Le championnat du monde d'endurance ne compte pas qu'une seule catégorie comme c'est le cas en Formule 1. On a 3 catégories qui roulent en même temps sur la piste. Comme je vous l'ai dit, et je schématise très grossièrement, c'est comme si on faisait rouler F1, F2, F3 en même temps sur le même circuit. A priori, c'est pas une très bonne idée, mais c'est à tester en sim racing à mon avis. Mais alors vous allez me demander pourquoi c'est le cas en endurance, sachant que là aussi on a des différences de performance entre les catégories. Et bah, parce que c'est comme ça, tout simplement. Comme beaucoup de petites choses dans le sport auto, on fait d'une certaine manière et pas autrement parce que... On a tout le temps fait comme ça. En fait, historiquement, le sport auto, dans le début du XXe siècle, on n'avait pas trop de règles, donc tout le monde participait avec la bagnole qu'il avait. On faisait la différence entre les voitures par la cylindrée. Puis à un moment donné, c'est devenu un peu trop le bordel avec les avancées techniques et l'aéro par exemple, et on a commencé à préciser de plus en plus un règlement et on a fini par faire plusieurs règlements pour différentes catégories. Bah oui, les constructeurs de voitures se sont de plus en plus professionnalisés dans le sport automobile, mais les équipes avec des amateurs ont toujours été présentes pour rouler et concourir aussi pour faire le fameux double tour d'horloge des 24 heures du Mans. Il faut donc pouvoir d'une certaine façon faire coexister professionnels et amateurs, et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Parfois ça se termine un peu dans les larmes. Mais bon, ça c'est comme ça. Alors c'est aussi le moment de comprendre que dans le peloton, on va différencier les équipes. En fait, on a des équipes officielles et des équipes privées. Les équipes officielles, c'est lorsqu'un constructeur de voiture, typiquement Peugeot par exemple, s'inscrit en son nom pour participer au championnat avec la voiture qu'il a construite. Les équipes privées, ce sont des équipes qui achètent une voiture à un constructeur pour rouler avec en compétition. Globalement, c'est comme si en Formule 1, on avait ART Grand Prix, qui, je le rappelle, ne construit pas de voiture, venait acheter une Mercedes par exemple, la peigner en noir et blanc parce que c'est leur couleur, et rouler avec en Formule 1. Pour la F1, ça c'est interdit. Pour le championnat du monde d'endurance, c'est autorisé, peu importe la catégorie. Donc oui, Peugeot pourrait très bien vendre des 9X8 à Tartampion Racing pour faire le championnat du monde d'endurance. Et vous avez même des constructeurs qui n'engagent pas d'équipe en leur nom, mais construisent simplement des voitures de course pour les vendre à des équipes privées qui, elles, vont rouler avec en championnat. Typiquement, le constructeur de la Formule 2, Dallara, n'engage pas une équipe en Formule 2. Ils construisent et vendent juste des voitures. Là, en endurance, c'est aussi le cas pour certaines catégories. Aujourd'hui donc, on peut faire la différence entre deux types de voitures en endurance, les prototypes et les voitures de grand tourisme. Les prototypes sont, comme leur nom l'indique, des prototypes que l'on ne retrouve pas ou presque pas sur la route en temps normal. Ce sont des voitures spécialement conçues pour faire de la compétition dans un championnat. Tandis que les voitures de course de grand tourisme sont dérivées de voitures, généralement de sport, que l'on retrouve sur nos routes. Je vais faire criser des grands amateurs de GT, grosso modo, mais c'est du tuning professionnel exécuté à la perfection avec un règlement. Et on adore. C'est pour cela que les voitures de GT vous sont probablement plus familières, parce que vous avez déjà probablement croisé des Porsche 911 et autres Ferrari 488 dans la rue. Là, c'est juste la version course bien stylée, quoi. 2 types de voitures pour 3 catégories. Les calculs sont pas bons, Kevin. On a 2 catégories de prototypes et une catégorie de GT. On commence donc par la catégorie reine, l'hypercar. Alors je reviens pas forcément sur le pourquoi du comment, mais globalement, l'ancienne catégorie reine de l'endurance, le LMP1, devenait autant un gouffre que la Formule 1 pour malheureusement moins d'impact médiatique, sauf les 24 heures du Mans. Enfin bon, tu dépensais des centaines de millions d'euros pour briller sur une course dans l'année, encore une fois... Les calculs sont pas bons, Kevin. Et beaucoup, si ce n'est presque tous les constructeurs, ont déserté petit à petit cette catégorie. Il ne restait que 3 équipes, dont un constructeur, et avec le Covid, autant te dire que ça a fini d'achever le truc. Du coup, l'ACO et le WEC étaient déjà en train de revoir la réglementation technique pour qu'elle redevienne attrayante. Il a été un temps envisagé d'obliger les constructeurs engagés à produire des versions de route de ces hypercars, un peu comme les fameuses GT1 dans la fin des années 90. Finalement non, les constructeurs n'y sont pas obligés, mais le chemin dans le sens inverse peut être aussi fait si la voiture de route répond à la réglementation technique,
Peu de chance de voir donc une Peugeot 9X8 de route. Toyota a apparemment aussi annulé la dérivée de la GR010. Mais on a une Glickenhaus qui propose sa version route à 2,7 millions d'euros tout de même. Bref, avant de rentrer un peu plus dans le détail, il faut comprendre l'esprit de la réglementation du WEC. À l'inverse de la Formule 1 et de son règlement technique de 180 pages, très précis et finalement très restrictif comme le disait Adrian Newey, le règlement technique du WEC laisse beaucoup plus de liberté technique, mais supervise le résultat. C'est-à-dire que lorsque les constructeurs ont conçu et construit leur voiture, la FIA va homologuer bien sûr la sécurité des voitures, mais aussi la performance. Toutes les hypercars vont passer des tests de performance. La FIA a défini en fait des valeurs minimales et maximales pour des domaines tels que le poids, la puissance et la performance aérodynamique. On s'occupe pas trop de savoir comment les constructeurs font leur moteur, mais plutôt combien de puissance cumulée ils génèrent. Pendant le processus d'homologation, les voitures sont mesurées dans une soufflerie. La carrosserie est scannée, tandis que les performances du moteur sont mesurées directement en piste, à l'aide de capteurs sur la transmission pour mesurer le couple. Une fois homologuée, la conception de la voiture est donc gelée et on ne verra pas arriver d'amélioration dessus, sauf une fois peut-être. La réglementation en fait est faite pour durer de 2021 à 2027 et dans ce laps de temps, les constructeurs ont le droit d'homologuer 2 voitures. Typiquement, si vous vous appelez Peugeot et que votre concept aérodynamique qui fonctionne sans aileron arrière ne porte pas ses fruits, vous pouvez homologuer une nouvelle voiture qui peut être soit une évolution, soit une nouvelle voiture partie d'une feuille blanche tout simplement. Bon, très bien, maintenant qu'on a l'esprit du règlement, comment ça se passe? Eh bien, dans la catégorie hypercar, on a 2 types de voitures que l'on va différencier, histoire de compliquer un petit peu les choses. Voilà, on a les LMH et les LMDH. Les LMH pour les Le Mans Hypercar répondent à la réglementation technique du WEC et globalement, c'est assez libre, on va dire comme formule. Les constructeurs sont libres de faire ce qu'ils veulent pour la conception du châssis, pareil au niveau de la cylindrée du moteur thermique, ils peuvent avoir recours ou non à une hybridation. Cette hybridation, on peut la mettre que sur l'essieu arrière ou sur l'avant ou les deux. On peut faire globalement pas mal de choses. En revanche, la voiture doit faire un poids minimal de 1030 kg et avoir une puissance maximale de 500 kW. Si on convertit en chevaux, on est aux alentours des 680 chevaux. Un rapport puissance qui est pas dégueu. Parmi les constructeurs, on a donc Toyota, Ferrari, Peugeot, Glickenhaus et Van Wall dans cette catégorie. Les voitures, globalement, sont quand même très jolies. Et donc on passe aux fameuses LMDH pour Le Mans Daytona hybride. Ce type de voiture roule dans la catégorie reine de l'endurance nord-américaine, l'IMSA, contrairement au WEC où la catégorie reine s'appelle l'hypercar. En IMSA, c'est le GTP pour Grand Touring Prototype. Je vois que tu as suivi quand même. Les LMDH sont des voitures dont le châssis est obligatoirement fourni par un des 4 constructeurs homologués, à savoir Dallara, Ligier, Multimatic ou Oreca. Obligatoirement aussi, les LMDH doivent avoir un système hybride standard fourni par une entreprise qui est là aussi homologuée. Parmi ces entreprises-là, il y a Williams Engineering. Au niveau de la carrosserie et moteur, on fait à peu près ce qu'on veut là aussi. On voit des V8 atmosphériques, des V8 biturbo ou même des V6 biturbo. Donc c'est assez cool. À savoir que contrairement aux LMH, les LMDH ont l'hybride obligatoirement sur le train arrière. Alors en fait, l'IMSA et l'ACO se sont mis d'accord pour que les voitures de l'IMSA puissent venir rouler en WEC et donc faire par exemple les 24 heures du Mans avec les LMH. Mais l'inverse est aussi vrai. Les LMH ont le droit de venir en IMSA pour faire par exemple les 24 heures de Daytona. C'est le cas de Cadillac ou de Porsche et de leurs LMDH qui font à la fois le championnat d'IMSA et le championnat du WEC. Pour résumer, voici un tableau des constructeurs qui ont choisi le LMH et donc courent avant tout en WEC et ceux qui ont choisi le LMDH où ils vont courir en IMSA et pour certains aussi en WEC. Je m'arrête ici pour les hypercars, on en reparlera en temps et en heure, notamment du fait qu'aucune LMH ne fasse l'IMSA pour le moment, mais au moins vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre cette catégorie. Bon, le plus gros morceau, c'était vraiment les hypercars. Le LMP2, ça va aller beaucoup plus vite. Le LMP2, c'est un peu comme du LMDH, mais un peu plus restrictif et un peu moins performant. Les équipes ont le choix de plusieurs fournisseurs de châssis qui font la carrosserie et elles ont aussi le choix de plusieurs fournisseurs moteurs, tant que c'est un V8 4 litres 2 de 600 chevaux. Mais si vous avez regardé Sebring par exemple, vous avez probablement remarqué que les LMP2 se ressemblent toutes, ou du moins sont quasiment toutes les mêmes. Même elles sont toutes les mêmes. C'est assez normal puisque les 11 équipes de LMP2 en WEC ont choisi le même combo châssis-moteur, à savoir un châssis Oreca 07 et un moteur Gibson à l'intérieur. Du coup, c'est un peu comme la F2, tout le monde est sur un même pied d'égalité. Ça tombe bien puisque le LMP2 sert à la fois de tremplin pour des jeunes pilotes, pour se faire remarquer et pourquoi pas rouler plus tard
en hypercar, mais cette catégorie sert aussi pour des pilotes amateurs qui voudraient avoir entre les mains un prototype à piloter qui est assez différent de la traditionnelle GT dans lesquelles on retrouve beaucoup d'amateurs. 600 chevaux pour 930 kg, joli rapport poids-puissance, mais pour la saison 2023 du WEC, la puissance et le régime moteur des LMP2 ont été légèrement revus à la baisse par la CO et la FIA. En fait, c'est une décision qui vise à garantir un meilleur équilibre entre la catégorie hypercar et la catégorie LMP2. Et donc ça s'appliquera aussi aux 24 heures du Mans. En fait, c'est pour avoir une différence de performance un peu plus nette quand les voitures roulent et pour faciliter un peu plus le trafic et les dépassements entre hypercar et LMP2. Alors je tiens à préciser que du LMP2, vous en verrez aussi en IMSA ou encore en European Le Mans Series. C'est un peu le championnat d'endurance européen, ou en Asian Le Mans Series, qui est le championnat asiatique d'endurance. Je vois que tu as suivi quand même. Alors oui, cette année en LMP2, vous allez retrouver une équipe engagée qui est finalement un constructeur, qui est donc Alpine. C'est en attendant d'avoir leur LMDH pour la saison 2024. Et donc non, Alpine ne construit pas une LMP2, elle achète bien un châssis Oreca et un moteur Gibson dans la voiture. Dernière catégorie qui roule en WEC, le Le Mans Grand Tourisme Endurance, qui vit d'ailleurs sa dernière année. Cette catégorie est née en 2011 et elle met en lumière des voitures de compétition dérivées de modèles de série à usage routier. C'est pour ça qu'on peut voir des Porsche 911, des Ferrari 488, des Aston Martin Vantage ou encore la Corvette C8. Par exemple. C'est le tuning professionnel. Voilà, j'adore faire criser les mecs du GT. Ça va être pour moi ça. Les GTE ont un règlement assez libre, on limite essentiellement la cylindrée du moteur, on leur donne des dimensions de voiture à respecter tout de même, et pour équilibrer les performances des voitures, on fait appel à quelque chose qu'on ne connaît pas bien du tout en Formule 1, et pour cause on n'en a pas. C'est la fameuse balance de performance. Je rentre pas dans le détail de ce processus aujourd'hui, la BOP, comme on l'appelle, c'est aussi en hypercar, en LMP2 peut-être pas, mais en GT aussi. Faudrait que j'en fasse une vidéo à part entière. Retenez juste que le but du jeu, c'est le même qu'au karting avec des potes. Si vous êtes trop léger, on vous rajoute du poids, là ça va être le cas aussi, mais on va limiter la puissance, enfin bref, c'est un bordel. Dès 2024, c'est le LM GT3 qui prendra le relais. Alors, quelques petites différences avec les actuels GTE. Une GTE est plus performante qu'une GT3. Les voitures ont un peu plus d'aérodynamisme, un peu plus de puissance, pas grand-chose. Et une meilleure gestion électronique. Globalement, c'est juste un peu mieux, mais de pas grand-chose. En revanche, une GTE coûte vraiment plus cher. Comptez entre 850 et 950 000 € contre une fourchette de 380 à 530 000 € à peu près pour une GT3. C'est du simple au double. En fait, le GTE était pensé et fait pour les constructeurs et les pilotes professionnels. On avait d'ailleurs une catégorie GTE Pro l'année dernière, en plus d'une catégorie amateur, mais qui était très peu fournie malheureusement. Cette année, on n'a donc que des équipes privées et donc des équipages mélangés de professionnels et d'amateurs. Les GT3 du coup n'ont de vocation qu'à accueillir des équipes clientes et non les équipes d'usine, même si oui, on aura une ou deux équipes qui ont des liens extrêmement forts avec leurs constructeurs. On pense à AF Corse pour Ferrari par exemple. Comme le veut la compétition client, comme on appelle ça, on aura donc des associations professionnelles et amateurs, les Pro-Am. Voilà, on a enfin fait le tour des catégories et je ne vous ai même pas parlé des voitures en particulier tellement c'est dense et complet. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra sur toutes ces voitures dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.